Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, car on y parlera produits de bourse de Société Générale. Alors vous l'avez compris, parler trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant. À ma gauche, Frédéric Berriot. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef délégué de la Lettre de la Bourse. Merci d'être avec nous. Bonjour. Mathieu Lebrun à ma droite, vous êtes responsable de la newsletter SMS Cash Alert. Vous faites de l'analyse technique, spécialiste des produits dérivés. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et Jean-Louis Cussac, on ne vous présente plus, formateur, président de Perceval Finance. Merci d'être avec nous, Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et Léa Gézéquel, vendeuse Société Générale sur les produits de bourse. Bonjour tout le monde. Alors c'est parti, on y va tout de suite avec On refait la semaine. Rubrique On refait la semaine. Alors on va commencer avec qui? On va commencer avec Frédéric. Frédéric Berriot, vous allez nous parler de Neoen. Alors, Neoen qui est donc, on le rappelle, spécialiste des énergies renouvelables, fabricant, exploitant, un producteur d'énergie renouvelable dans le solaire et dans l'éolien, et il se développe aussi dans les capacités de stockage d'énergie, notamment en Australie. Et bon, voilà, c'est le gros gadin de la semaine dernière. Aïe. Avec Eurofins Scientifique, mais pas pour les mêmes raisons. Eurofins, c'était sur les résultats. Là, Neoen, ils ont surpris le marché puisque ça a baissé, tout le monde a été, ça a baissé de 11% quand même, à la suite de l'annonce d'une augmentation de capital assez massive, puisque c'est 750 millions, ça représentait 20% de la capitalisation boursière avant l'annonce de l'opération. Et donc ils font cette augmentation de capital pour financer en fait leur plan d'investissement qui a été revu en hausse en raison de l'inflation des coûts de construction. Donc ça n'a pas été non plus très, très bien vu. Et c'est un plan d'investissement de 6,2 milliards qui monte à 6,2 milliards sur la période 2021-2025. Voilà, et donc le marché a été surpris. Vous attendiez un comportement différent? Vous n'attendiez pas cette augmentation de capital? Pas tout de suite. D'accord. Pas tout de suite. Un, et deux, pas aussi massive. Le marché avait pricé 600 millions. Mais on ne l'attendait pas tout de suite. Vous étiez positionné sur la valeur Alors, nous on l'avait fait acheter à nos abonnés à 34 €. Sur quel critère? Des critères graphiques, des critères... Alors, elle avait déjà pas mal baissé. Et puis, parce que de toute façon, notre conviction sur le long terme, elle est positive en fait sur ce dossier. Parce que c'est vraiment, elle évolue sur un secteur très porteur, celui des énergies renouvelables. Et on pense qu'à moyen terme, c'est une société qui pourrait être rachetée par un géant du secteur, du style Total Energy ou Engie. Ah d'accord, voilà. Très bien. Vous allez nous parler tout à l'heure aussi dans le même secteur de Voltalia. Mais là, je voulais qu'on revienne également sur l'ensemble du marché, notamment sur les marchés américains. Jean-Louis, vous êtes intéressé, vous, au Standard & Poor's, situation assez complexe. Alors oui, et si nos auditeurs justement trouvent que la situation est un petit peu confuse, je les confirme dans cette opinion. Alors, moi j'ai adopté récemment un biais baissier avec le passage sous les 4045. On est allé chercher un point bas, mais on est tout de suite remonté. Il y a constamment une anticipation sur l'orientation des taux. Et avec ce qu'a dit Powell hier, par exemple, les marchés ont tout de suite rebaissé sensiblement. Là, ce matin, on était sous les 3009. L'idée étant de surveiller la zone. Alors la première, c'était 3880 pour confirmer une tendance, un mouvement de baisse plus important qui peut nous ramener, vous voyez, sur le graphique vers les 3760 par exemple. Et à la hausse, donc on a vendu un petit peu sur le rebond hier. Coup de bol, on peut dire, oui. On n'a pas franchi les 4100 parce que du coup, on avait un stop à 4117, je crois. Et on était vraiment limite. Et voilà, c'est 4100 qu'il faudrait prendre pour essayer d'adopter un biais haussier. Et on va parler de biais parce que est-ce qu'on peut parler de tendance? Non. On peut parler de mouvement. Donc on joue, si vous voulez, des mouvements qui peuvent se transformer en tendance. Et quand nous, on parle mouvement, biais, on y va tout doucement. Et c'est vrai que l'utilisation éventuellement des produits dérivés, des turbos ou ce que vous voulez, peuvent vous permettre d'avoir des stops bien définis déjà, ne pas vous laisser, par la barrière désactivante, bien sûr, ne pas vous laisser embarquer,
de quantifier la perte et surtout de ne pas vous poser trop de questions psychologiques parce que c'est vrai que c'est compliqué de travailler actuellement le Standard & Poor's 500. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur la situation complexe que vous décrivez, notamment par ce qu'a dit Jérôme Powell. L'idée, c'est que il a indiqué que l'économie américaine était dans une situation plutôt forte, plutôt confortable, et donc la hausse des taux pouvait être supérieure à ce qu'on attendait. En fait, c'est la phrase. Ça, c'est un peu paradoxal, parce que finalement, l'économie va plutôt bien, mais ça va entraîner donc une hausse des taux supplémentaires. Non, le problème, c'est l'inflation. Le problème, c'est l'inflation. Donc, on va revenir à plus haut et plus longtemps. Cette phrase qu'on citait sans arrêt il y a quelques semaines, plus haut, plus longtemps, c'est les taux plus haut et plus longtemps. Voilà, c'est tout. Les taux vont se maintenir à des niveaux élevés pendant une période plus longue. Voilà, donc c'est vraiment le problème. Et alors, c'est étonnant, c'est vrai, c'est surréaction des marchés, parce que quand même, on ne peut pas dire qu'il y a un consensus là-dessus, mais cette hypothèse était, entre guillemets, évidente, avec les dernières statistiques économiques qui montraient que l'économie restait très vigoureuse, que ce soit au niveau des prix, au niveau de l'emploi, etc. Donc tout plaidait pour des warnings. C'est pour ça que ce marché, en fait, il a comme ça été extrêmement erratique dans ses mouvements. Il n'y a pas de conviction, donc il n'y a pas de tendance en place. Et donc, voilà, c'est une période, si vous voulez, maintenant, moi, j'essaie de regarder 3880 points bas, 4100 points hauts, j'essaye de resserrer, je suis quand même assez proche. Pour adopter un biais haussier au-dessus, un biais baissier plutôt en dessous, même si je l'ai déjà pris parce qu'il y a, vous voyez, il y a comme une épaule, vous voyez, à 4100, une tête à 4200, et à nouveau une épaule à 4100, vous voyez, épaule, tête, épaule. C'est une figure graphique, caractéristique, moi je vends sur l'épaule. Alors on peut stopper au niveau de l'épaule, on peut stopper normalement au-dessus du point haut, on peut le travailler un petit peu comme on veut, en fonction d'un contexte hésitant ou pas. On a aussi l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un coup de frein par la Fed, selon le discours, etc., qu'il y a un phénomène de rattrapage, c'est-à-dire qu'on baisse pendant 3-4 jours, une semaine, petite période, puis après ça remonte. Comme s'il y avait une force, une inertie haussière dans le marché. Ça, c'était un peu l'effet cliquet qu'on voit beaucoup plus sur le CAC 40, c'est-à-dire les marchés, si vous voulez, retracent à peine, ils baissent un tout petit peu lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle, ils remontent derrière, avec une accalmie sur les taux, par exemple, ça remonte tout de suite et fortement et très sensiblement. Et puis, du coup, il y a à nouveau une mauvaise nouvelle, en provenance souvent donc, des États-Unis sur l'inflation. Le marché rebaisse un peu, mais à chaque fois, il remonte plus qu'il le baisse. Et il accumule comme ça une pression sur les vendeurs à découvert, ceux qui ont vraiment des convictions vendeuses en se disant que la situation n'est pas bien gérée, qu'il y a des risques inflationnistes extrêmement importants, qu'ils n'arriveront pas à juguler l'inflation comme ils le souhaitent. Enfin voilà, donc ceux compris les positions vendeuses, ils sont quand même un petit peu tendus et sous pression extrêmement importante. Vous parliez du CAC 40, Mathieu, oui. Vous avez sur le S&P 500, c'est vrai qu'aux États-Unis, par rapport à l'inflation, on a par exemple des taux à 2 ans qui sont à 5%. Donc la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2008. Donc on se souvient tous du contexte de l'époque, on va dire. Mais donc c'est vrai qu'après, par rapport à ce que disait Jean-Louis, ce qui est assez, moi, ce qui m'a surpris notamment en fin de semaine dernière, c'est l'ampleur du rebond, surtout sur le catalyseur. En fait, c'était un membre qui était un membre de la Fed qui vote pas en plus, qui s'est exprimé en disant que on pouvait plafonner avec des hausses de 25 points de base, voire arrêter le resserrement à l'été, ce qui est pas du tout ce qu'a exprimé Powell du coup hier soir. Et donc on voit bien qu'on a un S&P qui reprend quasiment 100 points, donc quasiment 3%, ce qui est assez important pour ce type d'indice, et qui va redonner 60-70 points hier. Justement sur cette annonce. Donc il y a vraiment pas tellement de directionnel à très court terme, mais pour le coup avec la lecture de Jean-Louis, là aussi je suis assez d'accord sur le côté essoufflement en possible tête-épaule, et c'est souvent en fait dans ce genre de structure où c'est pas très clair que ça marche statistiquement assez bien. Alors qu'est-ce qui marche? Quel mouvement? Les figures en tête-épaule, justement, là on serait dans un rebond où pour le coup depuis 6-9 mois il se passe pas grand chose, et on serait dans une structure justement de tête-épaule de continuation. Schématiquement, tout ce rebond qu'on a depuis le point bas, depuis octobre, serait qu'un simple mouvement de correction technique haussière avant une rechute plus marquée. Et alors sur le CAC 40, on en est où? Alors,
là aussi, ce que disait Jean-Louis très bien, c'est qu'on a une surperformance. Alors pour tout vous dire, moi, dans SMS Cash Alert, j'avais été en congé sur la première vacance première semaine des vacances parisiennes, et j'étais parti en congé avec des poux de cac que j'avais pris sur la première approche des 7004. Et pour le coup, en fait, quand j'étais en congé avec le news flow qu'il y avait Walmart, il y avait plein de détaillants américains qui avaient publié des mauvais chiffres, et donc on a vu le Dow qui avait subi une pression baissière, le S&P aussi, et pour le coup le CAC se tenait assez bien. Et jusqu'au vendredi 24, où on a cette grosse bougie baissière, où on ouvre pas loin des 7004, on clôture sous les 7002. Mais on sent bien, comme le disait Jean-Louis, qu'il y a vraiment toujours des forces de rappel acheteuses. Alors, moi, je persiste et signe avec une certaine prudence. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, dans le parallèle avec le S&P 500 et la possible figure de tête-épaule de continuation, quand on voit sur le CAC, on peut tracer une ligne de support qui relie tous les points bas depuis octobre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que plus le temps passe, c'est-à-dire qu'en analyse graphique, pour trouver des contacts de support, vous avez soit des projections de prix, c'est-à-dire le marché qui va continuer à monter, soit justement plus le temps passe et plus en fait le sous-jacent va se rapprocher de ce support. Et avec les 2-3 semaines de peu d'amplitude sur le CAC 40, alors peu d'amplitude c'est à prendre avec du recul, mais grosso modo on a un range 7002-7004 avec des plus 1, moins 1 dans les deux sens. Et en fait cette phase de latéralisation fait qu'on se rapproche, parce que le temps passe, de ce point de contact. Point de contact qui, à mon avis, pourrait être, si ça casse, une zone d'accélération. L'idée, c'est sous les 7002. Donc vous êtes toujours porteur de cette position sur put? Ouais, j'ai encaissé des gains pendant mes congés, comme quoi. Vous travaillez un peu. Sur les 7002, vous avez allégé la position? C'est ça. Alors, c'était pas le vendredi, c'était à 7230 le mercredi matin, pour tout vous dire. Jeudi. Non, le mercredi précisément à 7235, je crois, de mémoire. D'accord. Et donc, à l'approche des 7002, et c'est vrai qu'on voit que depuis les 7002 sont défendus. Mais l'invalidation de votre scénario, c'est le knockout du turbo ou c'est Non, alors pour le coup, c'est là aussi ce que je disais, Jean-Louis, pardon. C'est pour le coup, j'ai recommandé des produits pas trop réactifs. On est en levier 7, 7-8, je crois, de 7, mémoire. C'est quand même beaucoup. Non, mais ça permet de mobiliser une part plus inférieure de capital. Alors après, chacun a son money management, mais pour le coup, dans le service, je peux prendre des leviers. Ça m'est arrivé de prendre des leviers 30 ou voire même 50 ponctuellement. Mais vraiment, là, en fait, tout ce qui se passe en fait depuis confirme cette idée, c'est-à-dire quand vous êtes en levier 30 et que vous pouvez faire du -2 comme le vendredi 24 et refaire du +2 dès le lundi matin. C'est pas ma. On rappelle évidemment que les turbos, les produits de bourse présentent un risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance. Merci beaucoup, c'est très intéressant, c'est très clair. Et maintenant, on va passer à la rubrique Le Zoom Sur avec Léa Jézéquel. Le Zoom Sur avec Léa Jézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale. Vous allez nous parler du calculateur Varan. Oui. C'est quoi un calculateur Varan? Effectivement, puisque vous vous rappelez, il y a quelques émissions, on a parlé des différences entre les options et les varans. On vous a aussi expliqué un petit peu ce qu'étaient les varans. Donc je rappelle pour ceux qui nous prennent en cours de route, ce sont des produits à effet de levier qui servent à investir à la hausse ou à la baisse, avec donc une amplification des mouvements du sous-jacent. Ces produits sont négociables directement via votre compte titre et vous pouvez investir sur un panel de sous-jacents, des actions, des indices, des devises. Tout à fait, il y en a plus de 800 dans la gamme Société Générale. Donc ça vous permet de mettre en place de nombreux scénarios de marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et la particularité des varans, c'est que leur valorisation comprend plusieurs paramètres qui viennent influer sur le prix de ces varans. Donc contrairement à certains produits comme les turbos qui sont relativement simples à appréhender dans leur valorisation, sur les varans, il faut quand même prendre plus de choses en compte, d'où l'intérêt d'un calculateur pour vous permettre en tant que particulier de faire des simulations et vraiment d'aller appréhender l'impact de chacun de ces éléments. Donc on va en citer 3 principaux, même si dans la formule de Black & Scholes, il y en a 5, mais les 3 principaux qui vont influencer le prix de votre varan, ça va être bien sûr le cours du sous-jacent sur lequel vous investissez, mais aussi le temps qui vous reste jusqu'à l'échéance du produit ou jusqu'à la fin de la simulation de votre scénario d'investissement, et la volatilité qui a un impact sur le prix des varans. Alors,
Petite information supplémentaire, c'est pas la volatilité historique qui a un impact sur votre VARAN. La volatilité historique, bien sûr, c'est une moyenne de la volatilité qu'il y a eu dans le passé. Non, c'est la volatilité implicite qu'on va venir regarder pour les VARAN. Et cette volatilité implicite, c'est une donnée de marché, c'est pas une donnée calculée, c'est vraiment une résultante de l'offre et de la demande. La volatilité étant l'amplitude de variation du sous-jacent. Voilà, exactement. Moyenne des écarts à la moyenne. La volatilité implicite, c'est l'anticipation des market makers de la volatilité non pas dans le passé, mais dans le futur. Donc on pourrait traduire ça de manière extrêmement vulgarisée par finalement quelle est la température de la nervosité des marchés à venir. Et donc ça, selon le type de VARAN que vous choisissez, ça peut être un paramètre qui peut influencer grandement la valorisation de votre VARAN. Donc c'est très important quand vous investissez sur ce type de produit, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, d'utiliser ce type d'outil qu'on met à votre disposition gratuitement, que ce soit sur la fiche valeur du produit ou dans notre rubrique formation outils, pour aller vraiment appréhender. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, une fois que vous avez choisi votre VARAN, vous avez plusieurs cases que vous pouvez faire varier. Donc bien sûr le cours du sous-jacent, mais aussi la date, puisque sur les VARAN, plus vous rapprochez de l'échéance, plus vous perdez ce qu'on appelle de la valeur temps. Donc c'est très important de revendre votre VARAN avant d'avoir perdu cette valeur temps et donc de toujours choisir. Nous on a tendance à dire qu'une bonne pratique c'est de choisir un VARAN dont la maturité est 3 fois supérieure à votre scénario d'investissement, justement pour conserver cette valeur temps, puisque sur tous les produits de bourse, vous n'avez jamais à attendre la maturité du produit pour le revendre. Vous pouvez le revendre quand vous voulez. Pour minimiser la perte de valeur temps, Exactement. Et la volatilité, d'aller la faire bouger justement sur ce simulateur vous permet de réaliser à quel point elle est importante, à quel point votre VARAN est sensible à cette évolution de volatilité. C'est une lettre grecque qui mesure la sensibilité, ça s'appelle le Vega. Mais donc avec ce calculateur, vous pouvez vraiment aller faire bouger la volatilité de 1 point, 2 points, 3 points et de voir à quel point ça va impacter votre VARAN, soit en intraday, soit sur plusieurs semaines. Ce type de calculateur aussi permet de mettre en évidence le fait que sur les VARAN, il y a ce qu'on appelle une accélération du delta. C'est-à-dire que plus on a raison dans son scénario d'investissement, plus un même intervalle de gain sur le sous-jacent aura pour conséquence un intervalle plus important sur l'évolution à la hausse du prix du VARAN. Alors c'est la même chose à la baisse. Voilà. Ces produits sont effectivement très risqués. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose sur les options, sur les VARAN ? Le taux d'intérêt, c'est le coût de l'argent emprunté, Exactement. en l'occurrence là, à la Société Générale, pour la période donnée. Tout à fait. Exactement. Merci infiniment Léa Gézéquel. Je rappelle que vous êtes vendeuse produits de bourse Société Générale. Maintenant, on passe à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, chacun de nos traders présents sur ce plateau aura 60 secondes pour convaincre les deux autres sur un scénario d'investissement. Le premier à tenter de convaincre les deux autres, c'est Frédéric Berriot. Oui, vous avez choisi, attendez, on va mettre en route le chronomètre, vous avez choisi Essilor, Luxottica. Vous êtes prêts ? On met le chronomètre, c'est parti. 3, 2, 1, il est derrière moi, c'est parti. Alors je pense que le titre va baisser. Pourquoi ? 2 points. D'abord, ils ont déçu en termes de croissance organique au dernier trimestre. Ils ne donnent pas de perspective pour cette année de façon prudente. Et puis, ils ont déçu aussi sur la rentabilité avec une amélioration qui était de 0,7 seulement contre 0,9 en fait pour le marché. Nous, sur le long terme, c'est un très bon dossier, hein, mais on pense que ça peut avoir un petit coup de faiblesse et qu'on peut revenir sur les niveaux de 155, 150. Sur quel horizon à peu près ? Assez rapidement, je pense. D'accord. D'ici, bon après ça tout dépend du marché en général, mais je pense que d'ici un mois, on peut, ou 15 jours, un mois. Votre objectif donc 155, 150. Très bien. Merci beaucoup Frédéric. Alors, Jean-Louis, Mathieu Lebrun, Jean-Louis Cussac, quel est votre... Consensus. Un consensus magnifique. Ah, un petit doute là. Jean-Louis, allez-y. Non, mais le petit doute, si vous voulez, c'est dans un marché qui, s'il reste haussier, chose pour laquelle je doute aussi, il y aura plutôt l'idée d'aller chercher une valeur qui est en retard, qui a pas trop surperformé, etc. Mais c'est dangereux, parce qu'on tombe sur le piège Neoen, où les gens achètent parce qu'elle n'est pas chère, mais il y a toujours des gens qui savent des choses qu'on ne sait pas, que les autres ne savent pas, et qui en profitent. Donc des caractéristiques sur les graphiques comme celle-ci
c'est la conséquence de gens qui se connaissent bien le dossier et qui vendent. Et du coup, on se dit, tiens, pourquoi ça baisse alors que le consensus est plutôt pas mal. Et sur Essilor, Luxottica, le consensus est plutôt pas mal. Il est plutôt acheteur. Mais c'est vrai, ok, elle a déçu, c'est vrai. Et elle a une configuration graphique mauvaise. Donc oui, sur le plan technique, c'est baissier. Alors maintenant, l'objectif, si vous voulez, n'est pas très éloigné. Et le stop loss, il est pas non plus très clair. Il est peut-être au-dessus du dernier plus haut 179, certains diront 184, et certains diront si dans 15 jours on n'a pas baissé, je m'en vais. Vous voyez, ça fait partie des choix qu'on peut faire. On peut tenter une vente dans une période de doute où le marché pourrait peut-être retracer. Si d'ici quelques jours ça se fait pas, c'est ça aussi l'esprit trader. C'est pas on se fixe des limites de prix pour sortir, ou pour prendre du bénéfice ou pour stopper ses pertes, mais il y a aussi la limite de temps. Il y a des milliers de valeurs à travailler, il y a peut-être mieux à faire ailleurs. J'ai joué éventuellement un scénario sur lequel je pense que ça va baisser. On ne joue pas en bourse, on investit en bourse. Oui, mais c'est sérieux la bourse. Je pense que ça va baisser, donc je vais essayer de travailler une période assez courte. C'est ça qui peut éventuellement faire dire, bon allez, je ne vends que si le CAC déclenche. Au moins un warning. Voilà. Vous allez chercher une tendance sectorielle. Je pensais que tu allais en parler tout à l'heure. Moi j'avais 7080, non mais si vous voulez, moi je me suis fixé 7080 cassés pour déclencher un signal de vente court terme. C'est très court terme, c'est pas une remise en cause. Mais et vous allez sélectionner quelques valeurs pour... Et il y a des valeurs comme celle-ci, en effet, à ce moment-là, qu'on peut aller shorter. Mathieu. Ouais, je suis aussi assez d'accord. J'aime bien ça, les boîtes qui sous-performent, c'est-à-dire en comparaison du CAC qui a fait des records et on voit qu'Essilor, là, depuis 2-3 mois, ça n'y va plus. Donc ça aussi, ouais, je suis assez... C'est un signal pour vous c'est vraiment ce que j'aime bien, des choses qui sous-performent un indice. Donc après... Comme le disait Jean-Louis, je ne suis pas non plus convaincu, même Frédéric, je pense qu'il n'y a pas un objectif de moins 30% sur le titre, mais effectivement, je pense qu'on peut avoir quelque chose comme une baisse de 10% sur ce genre de dossier. Ouais. Très bien, merci Frédéric pour ce scénario qui est visiblement validé par nos deux invités. Trader, en face de vous. Je peux juste... Oui, vous aviez quelque chose à ajouter. Je rajoute un élément, c'est une valeur qu'on appelle une valeur de croissance, sensible au taux d'intérêt. Et donc, comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure, on est dans une période de forte volatilité, d'incertitude, de révision à la hausse des taux. Et donc, je pense que c'est une valeur qui peut en souffrir. Ouais. Très bien, merci beaucoup Frédéric. On va passer maintenant à Jean-Louis. Jean-Louis, vous avez sélectionné une valeur américaine en consommation, Procter & Gamble. On va mettre le chronomètre, c'est parti, 3, 2, 1, à vous Jean-Louis. Alors, trouver des idées à l'achat, il faut sortir les rames. C'est vrai, je suis d'accord avec Léa tout à l'heure. C'est complet, la situation est complexe. Je vous sens dans la difficulté à trouver des idées. Alors, en général, soit il faut que ça soit clair sur le plan technique, là c'est assez facile, soit il faut avoir une forte conviction. Procter & Gamble, c'est une grosse société américaine, tout le monde évidemment la connaît. Elle est en sous-performance, mais pas trop, et elle a retracé un mouvement important de 50%. D'ailleurs, comme Microsoft l'a fait dans cette phase de marché, et on l'avait donné à l'achat stop à la hausse, et là, voilà, elle est sur une limite de prix. On peut dire que sur 136, celui qui recherche, qui croit en dollars aussi, attention, d'ailleurs le dollar a fortement progressé ces dernières heures, c'est une possibilité, avec un risque limité, une valeur très défensive, qui vaut 23 fois les bénéfices, qui a 2,5 de rendement. Voilà, un investissement vers les États-Unis sur le dollar, c'est une valeur qui vaut la peine d'être achetée vers 136. C'est parfait, 60 secondes. Alors, Frédéric, Mathieu, qu'est-ce que vous en pensez ? Votre raquette de ping-pong, Frédéric, que tout le monde... Oh là 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 là, il y a de la contradiction, c'est bien, j'aime bien ça.
Mathieu, je vous en prie. J'aime alors déjà le fait que ça appartienne au dos, c'est un peu dans la même logique que ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le S&P 500. Alors effectivement c'est défensif, c'est pas du fort bêta, mais en gros si le dos ou le S&P doit Fort continuer, bêta, il n'y a pas de forte corrélation avec l'indice. C'est pas celle qui va perdre 10%, alors sauf publication propre, enfin news flow propre, ce que j'appelle. Mais donc d'une part, de la situation du dos du S&P, moi je suis pas très optimiste. Et après, en fait, d'un point de vue graphique pur, j'aime pas trop justement d'une part, ça sous-performe. Là aussi, c'est un peu le même constat qu'Essilor, c'est que on a un dos qui a fini par baisser fin février, mais on voit que le titre, lui, baissait déjà dès janvier, alors que le dos se tenait plutôt bien. Donc ça aussi, c'est le type de sous-performance qui, moi, me fait passer mon tour à l'achat. Et en plus, on a une zone, justement, des 135-136 $ là, qui a été testée 2-3 fois. Et ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie, parce que je pense que si ça casse, ça peut aller vite. C'est-à-dire qu'il y a plein de stops, tous les acheteurs depuis un mois vont avoir mis leur stop sous ces derniers creux, et donc en gros, si on passe dessous, je pense que ça peut perdre 3-4% en séance. Donc moi, je passe mon tour sur l'achat. Très bien. Frédéric ? Moi, je suis pas positif sur le marché. Je pense que d'ici le mois de mars, ça va être un peu difficile. Et puis, c'est une valeur de consommation, donc... Il y a beaucoup de doutes sur la consommation et sur le maintien de cette consommation. Jusqu'à présent, elle résiste pas mal, mais moi, je ne prendrais pas le risque. Et graphiquement, on ne peut pas aussi considérer qu'on est au milieu d'un... Alors, c'est vrai qu'elle a pas mal retracé, quoi. Par exemple, si on compare par exemple à Essilor, qui n'a pas tellement retracé, mais bon, voilà... Là, c'est vrai que... L'intérêt, c'est que tu as un stop. Éventuellement, si tu cherches un stop, il est très près. Ouais. En fait, là, si vous voulez, j'ai essayé de trouver une idée qui représente un risque bien identifié. Et si on le conserve en portefeuille, elle n'est pas trop cher payée. Alors, consommation, oui, mais bon, c'est de la consommation un peu obligatoire, ce qu'ils vendent, dentifrice, enfin, tous les papiers, le machin. Bon, c'est quand même pas de la consommation cyclique. Très bien. Cyclique ou pour jouer, quoi, pour de divertissement. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci infiniment. On va passer maintenant à Mathieu. Mathieu Lebrun, vous avez choisi Voltalia. On revient sur l'environnement, sur les valeurs de... Compléter, ça fait suite. Donc, Attendez, hop. C'est bon pour le chronomètre, on y va, c'est parti. Les fameux 60 secondes. Donc ça fait suite effectivement à Neoen, c'est le même secteur sur les renouvelables que Neoen. Dans le même cas de figure que Neoen, il y a eu une augmentation de capital en novembre d'un peu plus de 400 millions d'euros. Et donc là, c'est typiquement, en fait, pour compléter un peu ce que Frédéric avait dit, c'est que le secteur, c'est un secteur, du coup, certes peut-être défensif et pérenne sur le long terme, dans une optique à 5-10 ans. Maintenant, c'est des boîtes qui s'assimilent à des utilities, donc très endettées, qui se payent souvent très cher en termes de PE, donc alors moins par exemple quand ça baisse, mais ça reste, je crois que ça se paye encore 25 fois les bénéfices Voltalia à l'instant T. Et donc avec le contexte des obligataires qu'on connaît, la remontée des taux longs, je pense que c'est typiquement ce genre de valeur-là qui peut se faire attaquer. Et Neoen, pour le coup, qui a baissé entre-temps, apporte de l'eau au moulin à cette idée, parce que justement, je pense que les besoins en financement de ce type de boîte-là ont peut-être été sous-estimés ces 3 derniers secondes, mois. votre objectif Plus bas que les cours actuels, 14-15. Parfait, merci Mathieu. Sur Voltalia. Frédéric, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce scénario, vous le validez ou non? Alors, Frédéric, vous êtes entre deux eaux, c'est ça? Non, je pense que c'est possible, parce que effectivement, comme vous le dites, en fait, le marché s'aperçoit en fait que c'est des sociétés en fait qui montent en puissance, mais qui ont besoin de beaucoup de moyens de financement. Ouais. Voilà. Et, dans un contexte de taux élevés, oui, alors après, l'avantage en fait de ce type de boîte, c'est que vous avez 80% des contrats en fait qui sont, c'est-à-dire c'est l'énergie vendue. Sur ces contrats, il y a 80% qui sont indexés sur l'inflation. Hein. D'accord. Donc c'est aussi un atout. Mais je pense que moi je ne serais pas surpris, oui, effectivement, que ça puisse revenir sur... Retracer un peu. Ouais, 14, ouais. Jean-Louis? Non, mais graphiquement, c'est pas joli. Le gap à la baisse, c'est quelque chose qui est extrêmement violent, qui marque, si vous voulez, l'impact. Alors il y a plusieurs impacts. Hein. Il est là parce qu'il y a une mauvaise nouvelle.
Et il est là, sur le plan technique, en mettant une pression très forte sur les acheteurs qui se disent, bon, bah, si ça rebondit un peu, je vais partir, si vous voulez. Donc c'est un frein à la hausse. C'est un frein à la hausse dans un environnement où, si j'ai bien compris, tout le monde se dit ouïe, le marché pourrait quand même finir par retracer un petit peu. C'est vrai qu'on peut imaginer qu'elle sorte par le bas du rectangle qui est défini devant nos yeux là. Et en effet, aller chercher, mais moi je pense qu'on peut aller chercher 13,5, le dernier plus bas. Moi, 15, c'est très conservateur. Enfin, comme c'est une valeur spéculative, qui a une forte volatilité, on peut très facilement aller chercher 13,5 dans un contexte de doute de marché. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc oui, pourquoi pas. Après, c'est des choses qu'on peut arbitrer aussi. Ou alors aller chercher ce genre d'opération avec des turbos, je pense qu'il y en a dessus, non? Ouais, justement, il y a des puts. Ouais. Enfin, ce qui est intéressant en termes de technique de trading, c'est justement cette phase de compression de volatilité où on a un titre qui ne fait pas grand-chose ces dernières semaines. Et ça, moi, c'est quelque chose qui marche statistiquement plutôt bien, en fait, en termes de track record, dans l'idée qu'on a une impulsion antérieure, en l'occurrence la baisse avec l'augmentation de capital. Derrière, comme le disait Jean-Louis, tous les acheteurs sont freinés ou profitent des rebonds pour sortir. Et derrière, on a, avec le contexte qu'on a évoqué sur Neoen, etc., même il y a McPhy Energy, alors c'est dans l'hydrogène, mais en gros, on voit que les grosses valeurs de croissance qui seront sûrement là demain, enfin dans une optique à 5-10 ans, peuvent, à mon avis, encore retracer. Et là, dans ce type de scénario, vous utilisez la barrière du turbo pour définir un stop ou... Alors, moi, je préfère mettre pour le coup, en l'occurrence, il y a un turbo, je crois qu'il y a une barrière autour des 19-20. Alors, moi, j'aurais un stop plus proche, c'est-à-dire vraiment... Vous n'attendez pas la désactivation pour sortir de la position si c'est invalidé. Si j'ai tort, effectivement, ce sera en sortie de range, mais ça peut être une alternative de se laisser désactiver si on a tort. L'intérêt du turbo, c'est que la perte, par rapport au stop, la perte, elle est vraiment connue. C'est-à-dire qu'en fait, il va se désactiver. Donc, s'il y a un gap, on est tranquille. Alors, attention, parce que si on utilise une barrière qui est plus proche de son entrée, de son positionnement, on a effectivement, par conséquent, un effet de levier plus important. À ce moment-là, il faut mobiliser une part de capital moins importante. C'est ce que permet l'effet de levier. C'est fait exprès, d'ailleurs. Exact, c'est fait exprès. Non, mais... C'est fait exprès. On va rester sur ce mot. Et maintenant, on va passer à la rubrique à vos marques, le quiz. Rubrique à vos marques, vous l'attendez tous, c'est le quiz, Léa Jézéquel, vous allez déterminer qui de ces traders a la meilleure culture financière, c'est un peu ça. Pas forcément le meilleur trader, exactement. On n'est pas là pour juger. Et donc, un qui suis-je sur... Oui, aujourd'hui c'est un qui suis-je sur les actions françaises, ça fait jamais de mal d'être un peu chauvin. Donc aujourd'hui on parle des actions françaises. Alors, c'est parti, je vous rappelle les règles du jeu, vous attendez bien que j'ai énoncé l'ensemble des réponses possibles avant de buzzer. Tolérance 0. 0. Allez, on envoie la première question. Je suis une entreprise du CAC 40 ayant publié mes résultats annuels en février dernier avec un résultat net de plus de 20 milliards d'euros en hausse de 28%. Je suis Airbus, Total Energy, Hermès ou Renault? C'est Jean-Louis. Total. Effectivement, c'est un record historique en termes de résultats nets pour Total, porté bien sûr par la hausse du prix du gaz suite à la guerre en Ukraine. Ensuite, derrière, on peut parler d'Airbus qui n'a pas à rougir avec 4,2 milliards d'euros de bénéfices nets, porté par la commande historique bien entendu de Air India pour 250 appareils. Derrière, nous avons Hermès avec 3,4 milliards d'euros de bénéfices nets, en hausse de plus 38%. Et bien sûr, Renault, malheureusement, ne pouvait pas être une réponse possible puisque lui, il est en perte nette de plus de 330 millions d'euros. On a remarqué une détermination très très forte dans votre regard au moment de l'énoncé de la question. Vous étiez vraiment très concentré. Ça fait plaisir de voir ça. Il y a un enjeu. Il faut absolument avoir le plus grand nombre de points. Je pense que Jean-Louis a décidé de l'avoir aujourd'hui. Je vous préviens. Jean-Louis, 1 point. Mathieu et Frédéric, 0. Deuxième question. Je suis un indice boursier de la zone euro ayant établi mon nouveau record historique en cours de séance en février dernier, dépassant ainsi mon précédent record établi le 5 janvier 2022. Je suis le DAX, le FTSE, le CAC 40 ou l'AEX? Frédéric? Le DAX. CAC. Bravo Jean-Louis. Désolé. Jean-Louis, là, alors, on précise. Le DAX au mois de mars. Attendez.
En fait, le DAX a bien fait un record cette année, Frédéric, mais c'était le 5 janvier et ça n'a pas été dépassé depuis, puisqu'aujourd'hui on est autour de 15 680 points. Vous avez plongé dans le piège. Voilà, c'était un peu piégeux, je vous l'accorde, mais bon, c'est aussi le but du quiz, hein, il faut vous départager, vous êtes tous extrêmement qualifiés. Donc... Juste, Vous voulez porter réclamation peut-être? Exactement. Non, ce qui m'a induit en erreur, c'est qu'on a fait un nouveau record au mois de mars. Moi, je lis en cours de séance Oui, en en mars. février. En février. C'est pour ça que c'est en Le mars qu'on record l'a était fait. en février. Vous avez raison. Il y a un record en février Mais et il y avait un c'est- précédent non, mais record là, en janvier. Ah, non, C'est non, pour non, ça non. que j'ai pas dit le CAC, parce que j'ai lu en février. Et donc, il y a eu un record là. Oui, Mais le CAC aussi l'a fait au La mois de mars. question est très claire. La question est très claire. Je Donc, valide le totalement. CAC 40, son record, c'était le 16 février à 7387 points, porté par les entreprises du luxe, tandis que le record du CAC était le 5 janvier, et ça n'a pas été dépassé depuis. Si. Le record du DAX. Oui. Le de DAX. Ah, Sur le CAC, on a fait 7401. Votre réclamation est rejetée. Frédéric, Vous je avez suis d'autres navré. questions pour vous refaire. 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Mathieu, 1 point pour Frédéric. Ce n'est pas fini, vous pouvez vous rattraper. Troisième question. J'ai vu le cours de mon action grimper de 15% le mois dernier, suite aux spéculations d'entrée au capital de l'une de mes filiales. Je suis Thales, Airbus, Atos. oh bah, Frédéric, là. comment ça Atos. Bah oui, effectivement. Donc Atos Facile. étant la société mère d'Evidian, alors Evidian, je le J'ai rappelle, triché. c'est la S'il c'est vous la plaît, un peu partie de d'Atos discipline. qui gère tout ce qui est suite logicielle de gestion des identités. Donc ça va regrouper le big data, l'intelligence Exactement. artificielle, que des mots qui font bien vendre en ce moment. Et donc Evidian, en fait, Airbus s'est positionné pour acquérir presque 30% du capital d'Evidian. Thales était aussi sur les rangs, d'où la difficulté de cette question, mais finalement, Très piégeux ils ont en ce décidé, voilà, très piégeux, ils ont décidé de ne pas donner suite, puisque quand même une grande partie des activités d'Evidian ne les intéressait pas. Donc ça- 2 points passer pour leur Jean-Louis, 1 point pour Frédéric, Tout le monde 1 a point plus en pour même temps. 0 pour Mathieu, pardon. Quatrième Mathieu, question, là, encore il faut 2 se- questions. Non, mais il le savait, C'est j'aurais pas Jean-Louis fini. découvre, mais t'as vu, c'est pas grave quand on buzz avant toi. Vous n'avez Et pas oui, la je le main savais sur le aussi, buzzer, autant. Mathieu. Ouais, autant, Ah oui, vous êtes... Bon, allez. Quatrième question. Suite à l'annonce de résultats records, je viens de verser une prime exceptionnelle de 4 000 € à l'ensemble de mes salariés. Je suis Total, Hermès ou LVMH? Oula. Moi, je dirais le VMH. Hermès. Bravo Jean-Louis. Effectivement, On se fait pas Hermès, ce qu'il faut. 4 000 € de prime après cette année record en termes de résultats. Donc non seulement Hermès a choisi de fidéliser ses employés, mais en plus a fait quand même un joli coup de communication, on peut le dire, puisque ça a pas mal fait les gros titres. Je suis étonnée que vous ayez mis tant de temps à répondre. C'était quand même très présent dans les médias. Côté LVMH, il y a aussi eu quand même un versement de prime, mais qui était plus modéré, entre 1 000 et 1 500 € par employé. Et par contre, chez Total, ça s'est pas très bien passé, puisqu'il y a eu des grèves dans les raffineries, justement car les hausses de salaire poursuivent l'inflation ont été jugées vraiment insuffisantes par les salariés du groupe. 2 points pour Frédéric, 2 points pour Jean-Louis. Non. Je ne dirais pas. J'arrive sur la dernière question. Non, Jean-Louis creuse l'écart, là. Ah non, c'est Jean-Louis qui Trois, vient. oui, Ah oui. oui, pardon, excusez-moi, n'importe quoi. 3, 1, 0. Oui, c'est C'est fini, pour là. Jean-Louis. C'est terminé. Moi, je bosse plus. Ah non. Laissez la place un peu à vos amis. Dernière question. J'affiche à l'issue de la publication de mes résultats nets pour l'année 2022 une dette de 60 milliards d'euros. Je suis EDF, LVMH ou Air France? Moi, je sais ce que Frédéric. Frédéric. EDF. Effectivement, c'est EDF. Cette année, une perte de 17,9 milliards d'euros qui creuse la dette à cause des problèmes dans le parc nucléaire, malgré quand même une augmentation du chiffre d'affaires de plus 70%. Côté LVMH, bien sûr, tous les voyants sont en vert, donc C'est gonflé. de la bah, mettre. voilà, c'était gonflé de la mettre là, mais sûr bon. que c'était pas élevé. Faut bien vous aider un peu, hein, parce que parfois c'est pas évident. Et Air France, un résultat net de 728 millions d'euros, qui doit encore rembourser 2,5 milliards de dettes, mais c'est quand même moins important. Bravo Jean-Louis, 3 points. Frédéric, vous voulez rajouter quelque chose? C'est nos impôts qui vont augmenter. On ne On sait parle pas. pas de On ne sait fiscalité pendant cette émission. Exactement. Alors 3 points pour Jean-Louis. Bravo Jean-Louis. Toutes mes félicitations. Frédéric, c'est une belle performance de Mathieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai Votre un craquage. micro. Trop de Vous, pression. vous ferez mieux la prochaine fois. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci. Et à la prochaine fois.